Lilo Miango, journaliste congolais, République démocratique du Congo, magazine Ngambo Nangambo. Deux questions, Monsieur Juppé. Hors des frontières de l'Union européenne, quelques analystes africains très influents dans la diaspora africaine en Europe disent que l'Europe pratique la politique de l'OTAN. Bon, en tant qu'expert, vous êtes un expert, quel est votre avis? Deuxième question, dans ses principes, l'Union européenne est contre toutes les formes du néocolonialisme et de la colonisation. Comment pouvez-vous expliquer la reconduction de l'exploitation des richesses de la pêche du Sahara occidental, étant donné que des Africains considèrent le peuple du Sahara occidental comme le dernier peuple colonisé? Merci. La France est habituée à ce procès en néocolonialisme parce qu'elle exploiterait les ressources des pays africains. Vous avez déjà reproché à la Chine de faire preuve de néocolonialisme quand elle achète des dizaines de milliers d'hectares dans les pays africains pour y faire pousser ses ressources agricoles, ou qu'elle achète massivement des ressources naturelles. Donc il faudrait éviter de faire deux poids et deux mesures. La France n'est pas un pays néocolonialiste, la France respecte... et l'Union européenne, c'est la même chose. L'Union européenne aussi, elle est encore moins sans doute sujette à ce procès en néocolonialisme. Donc je pense que c'est un vieux serpent de mer qui ressurgit indéfiniment. La question du Sahara occidental est une question tout à fait différente et très, très, très particulière. Vous connaissez la position de la France. Nous soutenons l'idée d'une progression vers une autonomie accrue du Sahara occidental à l'intérieur du Maroc. Voilà, tout le monde n'est pas d'accord sur ce point-là, mais notre position est tout à fait constante et je ne crois pas du tout qu'on puisse l'assimiler à du néocolonialisme. Sur votre première question, nous pratiquons la politique de l'OTAN. L'OTAN n'a rien à voir avec l'intervention française au Mali ou l'intervention française en République centrafricaine. Rien. Et on aurait pu d'ailleurs espérer que peut-être certains pays de l'OTAN nous aident, mais nous sommes partis tout seuls. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous avons des responsabilités historiques, parce qu'on nous l'a demandé, et parce que nous pensions qu'il fallait éviter un véritable désastre avec l'arrivée des djihadistes à Bamako. Voilà, donc je pense que l'OTAN n'a rien à voir dans tout cela. Bon, j'ai jamais été un farouche partisan n'est pas le mot. Je n'ai pas été impatient sur le retour de la France dans l'OTAN, et quand le président Sarkozy l'a décidé en 2007 ou 2008, j'avais même émis quelques réserves, mais ce n'est pas non plus un processus qui est suscité sur moi de l'hostilité. Quand avons-nous commencé à rapprocher la France de l'OTAN? En 1995. C'est le président Chirac qui a pris la première initiative en fixant un certain nombre de conditions. Les conditions, c'était qu'on avance vers la constitution, ou en tout cas le renforcement d'un pilier européen de défense travaillant en complémentarité avec l'OTAN, et deuxièmement que les responsabilités, les postes de responsabilité dans l'OTAN soient partagés entre Européens et Américains. À l'époque, ça n'a pas été possible. Et donc nous avons abandonné. Après, il y a eu 98, Saint-Malo, et la reconnaissance historique par la Grande-Bretagne du fait que l'Europe avait vocation à se doter d'une défense autonome. Le principe a été posé. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'était pas très avancé. Donc voilà pourquoi nous sommes revenus dans l'OTAN. Et je pense qu'aujourd'hui, au total, c'est plutôt une bonne chose. Ça n'a absolument pas empêché la France de prendre des initiatives quand elle voulait les prendre. En Libye, on peut en penser ce qu'on veut, mais enfin, c'est nous qui avons été à la manœuvre avec la Grande-Bretagne, ou encore au Mali ou en RDC. Donc voilà, moi je pense que de ce point de vue-là, ce qui a été fait a été plutôt bien fait, et que le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, il est de savoir si l'ensemble de nos pays considèrent qu'il n'est plus nécessaire de se défendre, que par conséquent on peut liquider les budgets de défense, que le monde est tranquille, qu'il n'y a plus de menaces, que tout va bien, que voilà... c'est la fin de l'histoire, et que donc on peut faire preuve d'une grande naïveté en démembrant nos capacités militaires et en liquidant nos budgets de défense, ou bien si au contraire, il faut que nous mutualisions nos efforts, puisque nous n'avons pas assez d'argent séparément. Est-ce que, par exemple, une industrie de défense européenne aurait du sens demain? Question qui n'est pas nouvelle. On a fait une industrie aéronautique civile. On n'est pas arrivé à faire une industrie aéronautique militaire. Je pense que c'est un vrai enjeu pour l'avenir, parce que le monde est dangereux. Mais dans le contexte actuel, il vaut mieux augmenter, dans le contexte actuel, les budgets de défense. Oui, mais on fait l'inverse. On les diminue tous. Tout le monde les diminue. Donc la bonne solution, c'est de se mettre ensemble.
puisque séparément, on n'y arrivera pas. Et c'est toute la logique de l'Agence européenne de défense, avec toutes les difficultés que l'on connaît et des résultats qui, pour l'instant, sont minces, très minces. La présidence polonaise, au deuxième semestre 2011, à l'époque j'étais ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, avait relancé cette idée. Il y a eu un sommet qui s'est tenu, un Conseil européen, sur la défense. Bon, les Anglais se sont opposés mordicus à toute idée de quartier général européen qui pourrait donner un peu d'efficacité opérationnelle à nos fameux, battle groups, là, qui sont des zombies, enfin, des choses qui existent comme ça, mais qui n'ont jamais fait aucune intervention concrète ou pas. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup à faire, que